Enchantée, moi c'est Marlène et bienvenue sur Magnetic Management, le podcast qui t'aide à développer tes compétences managériales, autrement dit à décortiquer le schmilblick des relations humaines au travail. Alors si tu as des gens sous ton aile ou que c'est ton ambition, ta curiosité sera nourrie. Et surtout, si tu aimes casser les codes et comprendre les paradoxes que soulève cette fonction, alors abonne-toi, ce podcast sera ton meilleur allié. Lionel a été vendeur dans les cinémas Gaumont, libraire, puis directeur de la librairie de Citre, mais aussi entrepreneur sous différentes casquettes. Il a créé une agence dans la communication, la savonnerie, créé un blog, un podcast. En fait, dès l'âge de 20 ans, Lionel il se disait que rien ne pourrait l'empêcher de faire des choses extraordinaires, malgré un manque de soutien parfois de son entourage. Alors il a relevé toutes sortes de défis, comme celui d'enseigner, de prendre la parole devant des élèves d'école de commerce. Puis, il a travaillé dans un organisme de formation pour entrepreneurs, chez Live Mentor, où il s'est plongé dans le marketing digital. Ces différents chemins l'ont amené à manager des équipes, mais aussi à se manager seul. Et c'est là que réside pour lui la solution à la majorité des problèmes que l'on rencontre dans le milieu professionnel, notamment dans le management. L'importance de se faire accompagner, être coaché, se former encore et toujours, rester finalement cet éternel étudiant pour continuer à s'améliorer. Je vous souhaite une belle écoute, remplie de spontanéité et bienveillance de sa part. Bonjour Lionel. Bonjour Marlène. Je suis contente de te recevoir ici, ou du moins que tu me reçoives chez toi à Marseille, pour le coup. Le plaisir est super partagé. Alors toi Lionel, je pense que honnêtement tu es le profil des 1000 vies en une. Alors ça je sais pas, c'est toi qui l'affirmes. Ouais. Après oui, j'ai eu énormément d'expériences professionnelles dans ma vie. Et je pense honnêtement que ton parcours très diversifié va intéresser et inspirer pas mal de personnes, pour le coup. Et notamment, si dans les personnes qui vont écouter le podcast, il y a des profils qui ont peur de bifurquer ou d'oser finalement prendre des postes à responsabilité, je pense qu'il y a pas mal de conseils que tu vas pouvoir donner. On va rentrer dans le vif du sujet. Et pour une première question, j'ai voulu faire un petit peu original, ça va peut-être t'étonner. Et je me suis dit, j'aimerais que tu imagines le Lionel de 20 ans, en face de toi, qui n'a aucune idée de ce à quoi sa vie professionnelle va ressembler. Il a quelques ambitions, mais il ne sait pas du tout qu'il sera finalement un jour directeur d'un magasin, enseignant, entrepreneur, podcasteur, formateur, puis aussi dans l'écriture, le marketing, etc., etc. Qu'est-ce que tu lui dirais ? Alors, il faut savoir quand j'avais 20 ans, je faisais partie de ces personnes qui avaient quand même faim, tu vois. Il faut savoir que j'ai fait des études supérieures que j'ai pas abouties. Tu vois, j'ai une licence de philo, c'est-à-dire finalement des études qui sont assez sommaires. Néanmoins, j'ai toujours eu la conviction que j'étais capable de faire des choses incroyables. Ce qui fait que, tu vois, contrairement à beaucoup de personnes, j'ai jamais vraiment ressenti, tu vois, tout ce qui est syndrome de l'imposteur, ce genre de choses. J'ai toujours eu deux convictions. D'une part, donc, que j'étais capable de faire des choses incroyables. Et deuxièmement, que finalement, le plus important, c'était l'histoire que je racontais autour de moi pour être capable de prétendre, en fait, au poste que j'avais envie d'occuper. Donc, à 20 ans, j'étais pétri d'ambition. J'avais déjà, à l'époque, envie de faire des choses complètement dingues. Et étant donné finalement que j'avais pas vraiment d'études qui me menaient à des postes spécifiques, en fait, j'avais un petit peu un océan bleu devant moi, tu vois. C'était un petit peu... finalement, tout était possible. Et pour le coup, je me suis plongé à fond dans cet océan bleu, alors qu'il a été parfois très chaotique. Mais ça a été vraiment quelque chose d'incroyable, parce que finalement, j'ai vraiment pu expérimenter plein de choses. Après... Qu'est-ce que je lui dirais à ce Lionel-là ? Parce que c'était ta question au départ. Je crois que je lui dirais que, pour le coup, il ne doit pas se faire de soucis, que globalement, il a raison de croire dans le fait qu'il est capable de réaliser des choses incroyables, et que par contre... réfléchir parfois avant d'agir, ça peut être aussi une très très bonne chose pour éviter quelques galères que j'ai rencontrées pendant ces 30 ans de vie professionnelle. Très intéressant, pour le coup. Et justement, pour remonter un petit peu à tes débuts,
à certains chapitres. On va presque faire le podcast en chapitres pour le coup, Pas de souci. au niveau de ta vie. Tu as été vendeur, libraire, et à un moment donné, tu es monté responsable de magasin. Ouais. Puis ensuite, tu es devenu directeur d'une librairie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ces premières expériences où tu as commencé à devoir porter des responsabilités sur tes épaules? Ou est-ce que c'était la première expérience où tu avais des responsabilités? Raconte-nous. Alors, c'était pas vraiment la première expérience que j'avais des responsabilités, puisque j'avais déjà eu quelques responsabilités à l'époque où je travaillais pour les cinémas Gaumont. Donc, il faut savoir que mes premières armes professionnelles, je les ai faites au sein des cinémas Gaumont. À l'époque, je travaillais dans un comptoir confiserie. C'était une époque où les comptoirs confiserie des cinémas étaient très, très développés. C'était moins, on va dire, automatisé que les cinémas que ça allait aujourd'hui. Et ce qui était vraiment génial à l'époque, notamment chez Gaumont, c'est qu'il y avait une vraie formation qui était apportée aux vendeurs, justement, formation vente, etc. Tu vois. Et dès que, en gros, on repérait quelqu'un qui avait vraiment du talent, en fait, on lui donnait des responsabilités et on le formait. On commençait à le former au management, par exemple, ce genre de choses. Même si c'était des personnes qui restaient à occuper des postes très opérationnels. Mais il y avait quand même vraiment cette culture de former les gens. Et je crois que c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que j'ai toujours gardé une appétence pour la formation. C'est que pour le coup, déjà à l'époque, j'avais sous ma responsabilité quelques personnes, en fait, des vendeurs que j'accompagnais, notamment sur des techniques de vente. Donc j'avais déjà eu quelques responsabilités, mais on va dire des responsabilités très opérationnelles. En gros, mon rôle en tant que manager, entre guillemets, c'était de former des personnes à bien vendre la confiserie au sein du cinéma. Tu vois ? Ok. Et puis, donc, après, je suis devenu libraire. Là aussi, ça a été on va dire que, comment dire, ça a été un grand changement dans ma vie. Ça a été le premier grand changement. Ça a été la première fois où je me suis dit, même si j'ai pas vraiment fait d'études pour devenir libraire, je suis capable de devenir libraire. Donc, et où je me suis donné les moyens de l'être. Et donc, mes premières responsabilités, je les ai occupées à l'époque au sein de la librairie De Citre de Chambéry. Donc, je venais d'être recruté comme directeur adjoint. Alors, grosse panique en moi à ce moment-là, parce que c'est quand même... tu vois, je crois que c'est le mot directeur qui fait peur. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai. Parce qu'en fait, on m'aurait dit, voilà, t'es responsable et tu vas avoir 3-4 personnes en dessous de toi. Et c'était finalement le cas dans mon poste de directeur adjoint. Je l'aurais un peu plus dédramatisé. Et puis finalement, finalement, le mot directeur m'a beaucoup paniqué au début parce que je me suis dit, mais c'est monstrueux. Je me retrouve d'un seul coup, tu vois, je deviens cadre. Tu vois, vu que j'ai un passé jeunesse communiste, etc. Quand j'étais vraiment ado, pour moi, c'était quelque chose de terrible, tu vois. Et puis en fait, j'ai eu une chance incroyable, c'est que je suis tombé dans une entreprise, toujours un peu comme Gaumont, qui avait vraiment à cœur de former ses managers. Et j'ai eu la chance d'avoir déjà un manager incroyable qui m'a vraiment accompagné. Tu vois, c'était le directeur de l'ensemble des magasins, tu vois, mais qui vraiment chapeautait les gens et avait vraiment à cœur d'apporter de la formation, que ce soit à ses directeurs et à ses directeurs adjoints. Et c'était vraiment quelqu'un de très empathique, qui avait une écoute vraiment incroyable et qui savait vraiment déceler les besoins de formation chez les gens, tu vois. Ok. Et donc, pour le coup, j'ai très vite bénéficié de formation en interne, tu vois. Donc, comme on m'avait dit à l'époque, on a repéré que tu avais des qualités humaines qui nous semblent intéressantes pour occuper un poste de manager. C'est pour ça qu'on t'a recruté. Par contre, t'as pas les techniques, donc on va t'apprendre les techniques managériales. Et donc, j'ai commencé un cycle de management, enfin de formation en management, qui a duré quasiment les 6 ans en fait que j'ai passé chez De Citre, même ensuite lorsque j'ai occupé des postes de directeur de magasin. Et quand tu parles
des formations que tu as reçues en fait sur les différents postes que tu as fait, ça se passait comment concrètement? Est-ce que c'était à la fois de la mise en pratique ou vraiment c'était un peu comme ton mentor en fait, le directeur? Est-ce que tu avais accès tout simplement à des slides, des documents typiquement de la théorie? Comment ça se passait concrètement, la Alors, formation? pas du tout. Il y avait une vraie culture de la formation. Pour moi, une formation déjà managériale, c'est pas quelque chose qui peut se faire en interne. Pour moi, c'est une erreur en fait de penser ça. Pourquoi? Parce qu'un manager, ça reste un être humain et ça reste un être humain fragile en fait. Et dans une relation hiérarchique ou dans une relation de travail, c'est tout bête. On peut pas. C'est compliqué de dire ce qu'on ressent. C'est compliqué quand on est manager de dire je suis vulnérable. Là, je me sens pas forcément bien. Là, je sais pas comment gérer telle situation avec tel collaborateur, etc. Et vraiment, dans l'entreprise, vraiment, il y avait cette conscience de ça. Cette conscience que oui, il pouvait y avoir effectivement de l'accompagnement en interne sur des sujets très opérationnels. Tu vois, par exemple, la conduite des entretiens annuels, ce genre de choses. Tu vois, des choses très concrètes, très matérielles. Et puis après, sur le reste, il y avait vraiment cette idée de prendre des consultants externes qui venaient en fait vraiment nous former et qui venaient en fait presque nous aider à libérer la parole. Alors attention, ce n'était pas des grandes séances de psychanalyse. Il y avait une vraie approche théorique et pratique aussi du management. Mais néanmoins, ça permettait de pouvoir remonter des cas concrets qu'on pouvait avoir vécus sans se retrouver en difficulté, sans se retrouver avec l'angoisse après un entretien de se dire mais pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Est-ce qu'on va me le reprocher, etc. Bref, c'était assez intéressant parce qu'il y avait ce juste équilibre entre on est capable d'aller chercher des consultants externes, même pour challenger notre management, tu vois, pour des fois aller plus loin, pour être capable aussi de relever des défis, être capable d'aller chercher par exemple de la croissance. Tu vois, on est capable d'aller chercher des formateurs externes qui vont sortir nos managers de leur zone de confort, etc. Mais aussi, il y a ce côté très, je pense que le mot est juste, très rétro-engineering, tu vois, où on va justement redescendre cette compétence, où on va aussi avoir cette culture où, par exemple, entre directeurs de magasins, il y avait cette logique, tu vois, de mentorat. Tu vois. Alors moi, quand je suis arrivé, j'étais moins expérimenté, donc j'ai travaillé avec d'autres directeurs qui étaient plus expérimentés. Puis petit à petit, moi aussi, je suis devenu expérimenté, donc j'ai eu petit à petit des directeurs adjoints ou des directeurs qui venaient d'arriver avec lesquels justement je transmettais de l'information. Tu vois. Donc ça a été un climat très sain et qui m'a vraiment aidé justement à créer ma personnalité de manager. Personnalité de manager qui n'était pas innée et qui, si on l'avait laissée se développer par elle-même, je pense, aurait pu être assez toxique. Et pourquoi, selon toi? Parce que j'ai des tendances managériales, on va dire, un petit peu, directives, tu vois. Je fais partie de ces gens un peu directifs et persuasifs. Alors, c'est super pour aller chercher de la performance. Mais c'est parfois un petit peu compliqué, tu vois. Ça aurait pu être compliqué sur la partie plus écoute, etc. Et ça, c'est des choses que j'ai appris, tu vois. J'ai appris à gérer justement cette logique d'écoute. J'ai appris justement à faire preuve d'empathie, ce genre de choses, parce que l'empathie, c'est pas quelque chose de naturel, tu vois. C'est quelque chose qui peut aussi s'apprendre. Et tu penses que tout le monde peut l'apprendre, ces thématiques-là? Je pense qu'il y a des prédispositions. Tu vois, il y avait, comme on m'avait dit, j'avais des qualités humaines au départ. On recrute un manager sur ses qualités humaines, pas sur ses compétences techniques. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Donc, on m'a recruté à la base parce que j'avais des qualités humaines. Mais vraiment, le fait de me dire, à un moment, tu vois, ce que tu ressens là, tu sais pas trop quoi en faire, ça s'appelle de l'empathie. Et cette empathie, parce que moi je connaissais pas vraiment le mot à l'époque. Mais c'est vrai, on n'en parlait pas autant de ces sujets-là. Moi, quand je te dis ça, c'était le début des années 2000, tu vois. Donc, tu vois, ce truc que tu ressens, c'est de l'empathie.
Et cette empathie, on va en faire... tu vois, là, pour le coup, ça te pèse parce que tu as l'impression de prendre sur toi tu vois, tout le pas bien, par exemple, des gens que tu peux écouter. On va en faire une force pour aller chercher de la performance. Donc, il y avait quand même à cette époque-là une certaine ouverture d'esprit sur ces sujets. Dans cette entreprise, Ouais, dans oui. cette entreprise. Dans cette entreprise-là, c'est pour ça que j'ai eu énormément de chance. Dans cette entreprise-là, oui, il y avait une vraie ouverture et il y avait une vraie volonté d'aller, justement, de faire grandir, en fait, des managers. Et c'est intéressant ce que tu expliques sur l'aspect, l'importance parfois d'externaliser en fait tout ce qui est formation. Complètement. Parce que sinon tu peux rester dans une certaine bulle. Et même pour les directeurs ou TN+1 qui vont apprendre de toi quand tu reviens d'une formation aussi peut-être. Et avec du recul, après ces formations-là et cette expérience, comment tu te définirais sur le manager que tu es devenu? Parce que tu as dit au départ, si on ne m'avait pas formé, j'aurais plus été dans la posture très directive. Et avec du recul, comment tu te définirais? Alors aujourd'hui, je suis pas manager. Non, mais de ce que tu as été. Aujourd'hui, je suis freelance. Ouais. Donc, en tant que freelance, le management, la manière dont je travaille en fait mon management, parce que ça me sert toujours, je vais plus le travailler dans la relation que je vais avoir, par exemple, avec mes clients ou aussi avec mes prestataires. Donc, tu vois, finalement, cette compétence, elle est toujours là, mais elle me sert, on va dire, avec d'autres types de personnes. Néanmoins, je pense que on va dire la manière dont je me suis développé en tant que manager, je crois que déjà, j'ai appris, je crois, à structurer mon envie de performance. Comme je te disais, quand j'avais 20 ans, j'avais envie de tout croquer. Mais j'étais terrible. J'étais gourmand de la vie. Et ça vient d'où, selon toi? Ça vient d'une enfance un peu compliquée, où pour le coup, j'ai beaucoup manqué, où on m'a beaucoup dévalorisé. Donc le démarrage de ma vie professionnelle a été compliqué à cause de ça. Et très clairement, plutôt que de me laisser en fait abattre, j'ai pris le contre-pied en fait. Je me suis dit non, je mérite tout. Je veux tout prendre en fait. Donc à l'époque, j'étais vraiment dans un état d'esprit où j'étais prêt à renverser la lune, tu vois. Mais par contre, ça j'ai appris à le structurer. Et puis surtout, j'ai appris à communiquer ça pour partager en fait le chemin, tu vois. Souvent, le problème que je vois chez des managers, j'en ai côtoyé beaucoup dans ma vie, des très bons comme de très mauvais, c'est que le manager a une vision très claire de là où il veut aller. Alors, pas tous, mais on va partir du principe que le manager a une vision claire. Il connaît l'objectif, il connaît au moins l'objectif chiffré. C'est déjà une première connaissance. Mais souvent, il a énormément de mal à partager en fait cet objectif. C'est-à-dire en fait à faire en sorte que cet objectif, ça devienne une vision commune qui va pouvoir justement mutualiser avec le reste de son équipe. Parce que un manager, j'ai beaucoup aimé le post LinkedIn que tu as posté il y a quelques jours justement. Un manager, c'est pas forcément pour moi, même s'il y a des notions de hiérarchie, parce qu'on aime bien la hiérarchie chez nous, tu vois. Pour moi, c'est pas forcément un hiérarchique. Un manager, c'est une pièce d'un puzzle qui est nécessaire pour aller chercher une performance globale. Et une équipe qui a un manager, elle aussi, elle a son rôle à jouer, tu vois. C'est une pièce de ce puzzle. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de vachement important. Mais c'est le rôle du manager de justement arriver à partager cette vision, à arriver à dire, voilà, notre objectif, il est là, voilà comment on va construire cet objectif, voilà comment on va aller le chercher, voilà pourquoi j'ai les bonnes personnes pour aller le chercher, voilà les forces que je vois en vous, tu vois. C'est pour ça que je sais qu'on est capable, voilà sur quoi on va devoir s'améliorer. Parce qu'on peut pas lire dans sa tête, pour le coup, même si pour lui ça paraît évident, c'est évident juste dans son propre esprit. Personne n'est médium exorciseur. Ouais. Tout à fait. Et puis, tu as parlé, j'ai connu de très bons managers et de très mauvais managers. Selon toi, si tu devais citer 2 à 3 qualités pour devenir un bon manager et une chose rédhibitoire qui fait que finalement tu tends à être un mauvais manager, ce serait quoi selon toi avec le recul ? Pour moi, le bon manager, on a cité un point déjà qui est l'empathie.
Pour moi, c'est quelque chose d'important. Par contre, pour moi, il y a un deuxième aspect qui est important. Chez un manager, le manager, il doit avoir la capacité à décider. Oui, il peut écouter tous les retours de son équipe, etc. Mais à un moment, c'est lui qui décide de la stratégie. C'est lui qui décide comment on y va. Donc à partir de là, cette capacité à décider, à trancher, à dire oui, je vous ai entendu, mais on va faire comme ça. Alors j'ai gardé ça, tu vois, mais à un moment, voilà la direction et je pense que c'est comme ça qu'on va le faire. Ça, c'est quelque chose d'important parce que je pense que c'est ça qui positionne le manager. Tu vois ? De pas revenir en fait sur sa décision 36 Exactement. fois, tu risques de perdre en fait la confiance. Tu perds de la crédibilité. La crédibilité surtout, ouais. Et puis après, je crois que pour le coup, on arrive au troisième aspect, c'est qu'un manager, c'est quelqu'un qui a une vision. Même si on est sur un manager intermédiaire, hein, je parle même pas de top management. Sur le top management, c'est essentiel. Enfin, c'est la vision, elle est importante. Un top manager sans vision, il est perdu. Mais par contre, même un manager intermédiaire, il doit être capable de porter une vision pour son équipe. Parce que c'est vraiment en portant cette vision que tu vas arriver à mobiliser ton équipe pour aller atteindre l'objectif. Souvent, moi je vois des managers qui donnent des chiffres. Voilà, on doit faire par exemple 2 millions, 2,5 millions ce mois-ci, 3 millions. Mais ça veut dire quoi exactement ? C'est quoi la vision qu'il y a derrière ces 3 millions ? C'est quoi l'impact qu'il y a derrière ces 3 millions ? C'est quoi mon utilité sociétale derrière ces 3 millions ? Tu vois, qu'est-ce que j'apporte et à l'entreprise et au monde, tu vois, en essayant d'aller me battre pour cet objectif ? Et ça, c'est vraiment la vision du manager. Cette vision qui doit être capable de porter et de partager. Et qui doit être aussi capable de défendre, tu vois. Parce que, comme dans toute relation de pouvoir, on est quand même dans une relation de pouvoir, il y a aussi du contre-pouvoir qui s'exerce. Hein. Donc, il faut être capable, à des moments, de défendre sa vision, justement, pour arriver à la faire vivre. C'est intéressant, ce point-là, sur la vision, et notamment l'aspect chiffré, parce que toutes les personnes, quand on est au sein d'une boîte, on a tous notre propre source de motivation, le pourquoi on est là. Et c'est vrai que de se baser exclusivement sur l'aspect chiffré, c'est presque trop gros par rapport à soi. Parfois, ça va rien changer au salaire de la personne en lui-même. Et est-ce que tu as un exemple que ce soit concret, ce que tu as vécu ou ce que tu pourrais dire sur des visions, des intérêts partagés, des intérêts communs qu'on pourrait citer en tant que manager ? Je vais te donner un exemple que j'ai vécu là, pour le coup, je reviens vers mon passé. Hein, donc, je ne suis plus à ce moment-là chez De Citre. Je travaille dans une autre librairie qui est en Bourgogne. Et je suis dans un magasin qui a ouvert depuis 3-4 ans avec une équipe extraordinaire, on est vraiment sur une équipe en or. Simplement, le magasin stagne en fait. C'est-à-dire, on est sur un chiffre d'affaires qui décolle pas, qui est pas déshonorant, mais qui permet pas d'atteindre en fait la rentabilité au niveau du point de vente. Et puis finalement, lorsque j'arrive dans cette librairie, je me dis mais en fait cette librairie, tu vois, je regarde un petit peu qui est en place justement, quelles sont les librairies qui sont en place. Et je me dis, dans cette librairie, il y a le potentiel de devenir un vrai acteur culturel dans l'entreprise. Alors, je sais que donc l'entreprise la librairie fait à peu près 4-5 millions à ce moment-là. Et l'objectif que je partage à l'époque avec mon PDG, ce serait d'arriver à 8-10 millions à 4-5 ans. Donc, très clairement, je me dis, oui, sur le papier, ça semble, c'est des chiffres. Mais comment le construire ? Et je me dis, j'ai une équipe qui est très qualitative, avec des gens, tu vois, je suis vraiment avec des vrais libraires, très cultivés, des amoureux du livre, des amoureux aussi de leurs clients. Tu vois, des gens qui passent du temps avec leurs clients, qui aiment échanger. Et je me dis, on a peut-être la capacité, en fait, à devenir un vrai acteur culturel, parce que ce que je décèle très vite, c'est qu'il y a un vrai syndrome de l'imposteur, malgré tout, dans cette équipe. Il y a d'autres librairies qui ont pignon sur rue, notamment une grosse librairie qui fait partie d'un grand groupe, tu vois, juste en face, exactement à 200 mètres. Et il y a un vrai complexe d'infériorité, tu vois, au sein de l'équipe, alors que globalement, l'équipe est bien meilleure que l'équipe qui est en face.
Et là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et je me dis, comment arriver à mobiliser ça ? Et le moyen que je trouve, c'est de me dire, on va créer un événement culturel. On va créer un salon du livre jeunesse. Et je vais mobiliser toute mon équipe autour de ce projet. Et en fait, on a vraiment travaillé pendant 6 mois, 8 mois, tu vois, à créer ce salon du livre. Toute l'équipe s'est mobilisée. Le salon a été un succès. Là, je crois que, tu vois, on est en 2023. Le salon vient de faire sa 10e édition. Donc, j'y suis plus depuis très longtemps, mais le salon existe toujours, tu vois. Donc, c'est ma grande fierté, tu vois. Je le vois de loin. Je me dis, il est toujours là. C'est moi qui l'ai fait. Et puis, c'est surtout qu'après, le chiffre, en fait, ça devient juste une conséquence. Mais c'est surtout que sur la première année, on a réussi à aller chercher un 20% de progression. Okay. Ce qui n'était sur le magasin. Ce qui n'était en fait jamais vraiment arrivé. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la librairie, malgré toutes les difficultés qu'il peut y avoir dans le domaine de la librairie aujourd'hui, elle a survécu, elle a grandi, que le gros concurrent qui était en face lui a fermé, et que cette librairie, elle a réussi aujourd'hui à devenir un acteur culturel incontournable, que ce soit à Dijon ou en Bourgogne-Franche-Comté. Parce que finalement, en fait, c'est de creuser dans pourquoi les libraires sont là, qu'est-ce qui les anime au quotidien, Exactement. Qu'est-ce qui peut les nourrir en fait sur un événement. Et après, c'est simplement une conséquence derrière. On est encore plus fiers du chiffre. Mais qu'est-ce qui peut rendre leur travail passionnant ? Dire c'est super, on a fait plus 10 par rapport à la journée d'hier, ouais, ok, mais ça veut dire quoi ? Par contre, on a rendu des gens heureux, tu vois, c'était un salon jeunesse, vous avez vu tous les regards, tous les enfants qui étaient là, qui ont pu aller voir leurs auteurs préférés, on a organisé des ateliers, tu vois, on a vraiment fait des choses bien. Ça a fait sens pour eux. La conséquence de ça, c'est qu'on a réussi à atteindre notre performance chiffrée. Donc tu as cité ces 3 qualités, l'aspect d'être empathique, la capacité à décider, mais aussi d'avoir une vision à travers cet exemple. Et selon toi, qu'est-ce qui peut être rédhibitoire, dangereux, mauvais, pour que ce soit finalement un management un peu toxique ? Je crois que le plus toxique chez un manager, c'est de ne pas être à l'écoute. Pas dans le côté... il ne faut pas que le manager soit complaisant. Mais moi, j'ai vu beaucoup de managers qui s'enfermaient en fait dans des visions fausses ou dans des visions parfois qui occasionnaient de la souffrance. Donc au final, on était sur quelque chose de contre-productif. C'est-à-dire qu'on était tellement dans une vision de performance. J'ai vu ça dans beaucoup de startups, par exemple, tu vois, où dans une startup, le fait de scaler rapidement, c'est hyper important. Donc, il faut aller chercher très vite beaucoup de volume, chiffre d'affaires, beaucoup de clients, etc. Et malheureusement, on en oublie souvent l'aspect humain. Et on a souvent des dirigeants, parce que dans les startups, on peut avoir des dirigeants qui n'ont pas réellement de formation managériale. On se retrouve avec des dirigeants qui sont un petit peu enfermés dans leur vision et qui se rendent pas compte en fait que finalement les personnes qui travaillent avec eux arrivent plus à porter le projet parce que à un moment on les accompagne pas non plus pour arriver à atteindre l'objectif. Tu vois, il y a un truc que je t'ai dit, c'est j'ai aussi conscience en tant que manager de ce qu'il faut améliorer. Ce qu'il faut améliorer, ça veut dire, j'ai conscience, par exemple, que toi, Marlène, tu as, par exemple, telle qualité pour qu'on puisse atteindre l'objectif, mais je pense aussi que tu as besoin d'être formé sur tel point. Parce que je me rends compte que là, tu es un petit peu plus faible, mais que par contre, si on te forme, si on t'apporte de la compétence, tu vas pouvoir justement progresser. L'importance de comprendre les différents profils et de s'adapter en fonction de... Oui, puis de savoir écouter quand la personne, elle va dire à un moment, là, j'y arrive pas. Tu vois, quelqu'un qui y arrive pas, c'est pas simplement quelqu'un qui, on va dire, vient mettre des bâtons dans les roues d'un projet. C'est peut-être qu'à un moment, il n'y a pas un manque de travail. Parfois, la personne peut travailler 2 fois plus, comme sur les bancs de l'école. On peut voir 2 élèves où on dit oui, mais lui, il ne travaille pas parce qu'il a des mauvaises notes. Et ça se trouve, en fait, il travaille 2 fois plus. Et finalement, on peut détruire quelqu'un en se basant exclusivement sur des résultats chiffrés. Exactement. Que sur sa propre personnalité. Moi, j'ai vu des gens très brillants dans des entreprises qui faisaient du travail extraordinaire, mais qui travaillaient au ralenti parce que c'était des gens brillants.
et qui travaillaient quelques heures par semaine à peine, tu vois, comme des gens qui, pour faire le même travail, avaient besoin de faire 70 heures par semaine. Tu Et vois. c'est là où il faut pas délaisser les personnes qui n'ont pas de talent, entre guillemets, à la base. C'est un petit peu comme dans le milieu sportif. Parfois, on va voir arriver dans un groupe, je prends un exemple, des lycéens, un pôle espoir, où il y aura des gens talentueux, mais qui, dans 2-3 ans, le fait de devoir travailler à un moment donné, vont laisser tomber. Et par contre, les moins bons, le fait de les avoir accompagnés, eux, ils vont travailler davantage et dans 10 ans, ça se trouve, ils seront meilleurs que ceux qui étaient talentueux du départ. Et je pense que c'est pareil dans une boîte. Faut pas laisser tomber ceux qui paraissent moins bons au départ parce que ça peut devenir d'excellentes personnes à l'arrivée finalement, quoi. Après, je pense pas qu'il y ait pas de gens talentueux. En fait, sinon, c'est qu'il y a une erreur de recrutement. Je pense que le fait qu'il y ait des personnes qui semblent moins talentueuses que d'autres, c'est que là aussi c'est une erreur managériale fréquente, c'est qu'on veut avoir le même management avec tout le monde. Tu vois, un management très uniforme. Et vu qu'on a des gens brillants, eh ben on part du principe qu'on n'a pas besoin de faire d'efforts vis-à-vis de ceux qui sont pas brillants. En gros, à eux de prendre le train, tu vois, ou de quitter le navire. Et ça, on le voit aussi dans beaucoup d'entreprises. Et c'est une erreur parce que souvent, on perd le fait que c'est peut-être tout simplement qu'on ne s'est pas adressé à la personne de la bonne manière. On n'a pas compris comment elle fonctionnait. Quel était le déclic, justement, pour lui permettre d'exploiter sa zone de génie qu'on a repérée, puisque c'est pour ça qu'on l'a recruté. Tu sais, moi, j'ai toujours été assez surpris dans les recrutements. Alors, le parallèle que je vais faire est un parallèle un peu douteux, donc tu m'en excuseras. On t'écoute. Mais pour moi, un recrutement, tu vois, dans beaucoup d'entreprises, et c'est très malheureux, c'est que c'est un peu comme une relation de couple qui démarre, tu vois. En gros, au départ, on est un peu dans la passion. Alors, on voit les gens, on les a recrutés en se disant « Waouh, ils sont vraiment extraordinaires parce qu'ils brillaient, etc., dans ce qu'ils faisaient avant, etc. » Et puis d'un seul coup, on a tellement peur en fait que la personne se sauve ou que la personne brille trop, qu'on va l'éteindre. Et petit à petit, on va la ramener à des choses finalement très opérationnelles et on va l'éteindre progressivement. Tout simplement parce que le fait qu'à un moment puisse avoir un mode de fonctionnement qui correspond pas, par exemple, au mode de management en vigueur, ce genre de choses, ça peut être vu comme un obstacle plutôt qu'être vu comme une richesse. Et c'est quelque chose d'assez dommage parce que finalement, on en arrive à, comme dans une relation de couple qui dure, tu vois, qui peut devenir toxique, à se dire mais finalement qu'est-ce que je fous avec cette personne tu vois, finalement elle m'intéresse plus. Finalement, je me suis trompé, tu vois. Alors qu'en fait non, on s'est pas trompé. On a simplement éteint la personne. Juste parce qu'à un moment, on a plaqué des choses qui correspondaient pas à ce qu'on a vu de bien en elle, tu vois. C'est là où il faut faire attention, en fait, comme tu le dis, à ce conformisme, mais des deux côtés. Donc sur l'aspect, comme tu l'as dit, quelqu'un qui semble moins bon, mais comme à l'école, pour le coup. On peut dire cet élève n'est pas bon, il n'arrivera à rien dans la vie, alors que demain, il pourra gagner 10 fois plus que la personne qui était premier de la classe, pour le coup. C'est simplement qu'il avait peut-être une autre façon d'appréhender les choses, une autre envie d'apprendre, une autre façon d'apprendre plutôt. Et de même pour les bons talents, de pas idéaliser la personne et d'attendre énormément d'elle, quitte à après, derrière, finalement, la mettre dans une case, et la conformer et finalement l'éteindre et couper la flamme. Alors que même la personne très brillante, elle a besoin aussi d'être challengée, d'avoir des objectifs, d'être tirée vers le haut. Et surtout que ça peut être des profils parfois un peu, on appelle ça un peu ce syndrome du bon élève ou de la bonne élève, c'est de se dire je suis douée, travailleuse, travailleur, mais finalement après je vais tellement vouloir rentrer dans les cases, faire plaisir à mon manager et au management que finalement je vais m'éteindre. Alors que si on avait révélé ma créativité, qu'on m'avait aidé à me poser les bonnes questions ou à apprendre, on aurait pu découvrir d'autres choses. Je sais pas ce que t'en penses. Exactement. Même tout simplement si on m'avait vraiment laissé une place. Oui. Tu vois, des fois c'est juste ça en fait. Tu sais,
exploiter sa zone de génie quand tu es un collaborateur, ça veut dire que tu as un espace. Tu vois, qu'on t'alloue un espace pour ça. Et un espace, c'est quoi? C'est un espace dans lequel il y a de la confiance, un espace dans lequel il y a de la latitude aussi, de la liberté, un espace dans lequel il y a du feedback. Tu vois? Et c'est tout ça qui va permettre justement à la personne, qu'elle soit considérée comme brillante ou moins brillante, d'arriver justement à se révéler. Et c'est là où c'est très complexe pour le manager, quand on se met dans sa peau, de se dire « Ok, j'ai des humains en face de moi, avec des profils tous aussi distincts les uns que les autres, et on peut être biaisé par ces biais cognitifs, ou sa propre interprétation, sa propre perception des choses, son éducation. » Comment tu vois les choses pour réussir à gérer tout ça? La neutralité. Pour moi, il faut être accompagné. Ouais. Le manager, tu sais, le mythe du manager autogénéré qui maîtrise tout de A à Z et qui est extrêmement objectif, quoi qu'il arrive, c'est un mythe et pour le coup, c'est rempli de biais cognitifs. Non, je crois vraiment que si je devais donner un conseil à toutes les entreprises, mais même les plus petites, à partir du moment où on doit manager des gens, il faut savoir se faire accompagner. On est sur de l'humain, on se rend pas compte, mais même si c'est du travail, pour des collaborateurs, leur travail, c'est leur vie. On touche à de la psychologie, on touche à des leviers émotionnels parfois très, très puissants qui peuvent autant révéler quelqu'un que détruire quelqu'un. Et donc, à partir de là, on peut pas le faire comme ça. Tu vois, au feeling, en fait. Et puis le manager est lui-même un humain avec qui a lui-même besoin d'être émotions, pensées ou autres. Et puis qui est souvent lui-même managé. Parce que même quand tu es PDG, tu peux être managé par des actionnaires. Tu vois? Donc, vraiment, le côté se faire accompagner, avoir quelqu'un qui est capable à un moment de te dire, mais est-ce que tu penses vraiment que ce que tu vis là ou ce que tu ressens là, est-ce que tu penses vraiment que c'est la vérité? Est-ce que tu penses vraiment que c'est la réalité? Et quelqu'un qui t'aide en fait à te sortir la tête du guidon pour mettre les choses en perspective. Et il y a des techniques pour ça. C'est pour ça que le management, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Il y a des techniques pour aider un manager moi, je me rappelle, quand j'accompagnais des managers, tu as des techniques justement pour les aider à prendre du recul, tu vois, à lever la tête justement de l'objectif à tout prix. Pour arriver à avoir cette vue d'ensemble qui va te permettre de dire bon allez, je souffle maintenant et je suis capable de réarbitrer les choses pour justement me relancer en fait en tant que manager. Et c'est important ce que tu dis parce que on pointe souvent du doigt, le manager doit être comme ci, comme ça, être à l'écoute, empathique, comprendre les profils, etc. Il peut s'en oublier. C'est pas Superman déjà, et il peut s'oublier aussi. Un manager peut être en manque de formation lui-même, d'écoute lui-même. Il est tellement dans le don de sa personne qu'il peut s'en épuiser. Donc je pense que cet aspect où même en tant que manager, on doit être accompagné. C'est comme un entrepreneur. Lui-même, il a beau être coach aussi, il faudrait qu'il soit coaché également. Et on va en parler. Le parallèle avec l'entrepreneur, il est là, puisque de toute façon, même quand tu es entrepreneur, tu dois, comme je te dis, manager des clients, manager des prestataires. Donc oui, le parallèle est vraiment très pertinent. Et souvent, c'est ce qui mène en fait beaucoup de managers justement au burn-out ou au non-sens, tu vois, juste à se dire mais à un moment, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'avais vraiment envie de faire ça de ma vie? Alors que pour le coup, beaucoup ont adoré en fait être manager. C'est tout simplement le fait qu'à un moment, on n'a pas pris soin de soi. Et ils ont presque plus de difficultés aussi à accepter, comme tu l'avais dit au départ, cette vulnérabilité, qu'eux aussi ils peuvent être stressés, alors que peut-être que le salarié le dira plus facilement, éventuellement pas dans tous
tous les cas, mais le manager va plus se dire j'ai cette responsabilité sur mes épaules, je dois être plus fort, je dois moins montrer ceci. Donc en effet, le fait d'avoir un regard extérieur et objectif, ça peut toujours aider d'être OK avec ça. Tu vois, moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est un petit hack. Pour le coup, je vais te donner cette astuce. Peut-être que tu la connais, mais c'est quelque chose que je faisais pas du tout au début et quand j'ai commencé à manager des équipes. Et pour le coup, c'était difficile. C'est un consultant avec lequel je suis resté très ami et que j'ai beaucoup aimé. Qui nous avait vraiment apporté beaucoup à l'époque. C'était tout simplement de partager en fait avec tes collaborateurs ce que tu ressens. Souvent, quand on est manager, on dit pas ce qu'on ressent par rapport à une situation. Tu vois, on a justement tendance à revêtir, tu vois, ce côté un peu Superman. Tu vois, je suis invincible, invulnérable, etc. Mais pour autant, on ressent aussi des choses, tu vois, on peut ressentir de l'inconfort, on peut ressentir aussi du doute, on peut ressentir même par rapport à ce que nous dit un collaborateur, de la gêne. Et j'ai vraiment appris à dire les choses, à dire, bah écoute, j'entends ce que tu me dis, par exemple, tu vois, pendant des entretiens, j'entends ce que tu me dis, mais ce que tu me dis me met en inconfort. Ou ce que tu dis me blesse. Pas de la démagogie, mais c'est vraiment à un moment le fait de pouvoir vraiment dire ce qu'on ressent en tant que manager, parce que et le fait que ça aussi, ça puisse être pris en compte, tu vois, dans la relation managériale, parce que souvent quand tu es manager, on te dit il faut être à l'écoute de ce que ressent ton collaborateur, etc. Mais cette écoute, elle doit aller dans les deux sens. Si tu veux qu'elle soit vraiment profitable. C'est quelque chose que j'ai beaucoup appliqué, que je continue à appliquer aujourd'hui avec mes clients, avec aussi mes prestataires, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à pacifier les relations. Tu vois, aujourd'hui, je me sens plus équilibré justement dans les relations que je peux avoir, moins stressé, je suis moins dans l'angoisse, tout simplement parce que je dis ce que je ressens. Puis il y a certainement une manière aussi de le dire, et je pense que en osant dire ce que tu ressens, l'autre, ça peut peut-être l'aider à libérer aussi la parole de son côté. Et comment tu jauges cette posture où je dis ce que je ressens, mais sans tomber, comme tu l'as dit, dans la démagogie, ou alors d'être une éponge, ou vraiment ce côté trop vulnérable, où on peut avoir ce manque du coup de confiance en son supérieur, qui a l'air de battre un peu de l'aile. Comment tu jauges cette posture ? Comment tu vois les choses ? Mais tout simplement en posant un cadre, en fait, dans les entretiens, dans la manière dont on gère la relation managériale. C'est pour ça que je te disais que cette relation, elle se gère pas au feeling. Il y a des techniques qui s'apprennent. Il faut apprendre, en fait, à gérer un cadre d'entretien. Il faut comprendre aussi c'est quoi un entretien. Tu vois, c'est pas juste discuter dans une salle au coin du café, tu vois. Il doit y avoir un feedback, un livrable à la fin, quelque chose, tu vois, des objectifs fixés. Tu vois, l'idée, c'est vraiment de se dire à un moment, tout ce que je fais, je le fais, oui, parce que ça a une importance, mais je le fais dans un cadre. Et le cadre, en fait, il est rassurant. Il est rassurant pour le collaborateur, mais il est aussi rassurant pour moi. Parce que c'est le cadre qui m'empêche justement de tomber dans une forme de démagogie terrible où moi j'ai vu des managers par exemple qui s'épanchaient sur leur vie par exemple devant leurs collaborateurs, pour les apitoyer, ce genre de choses. Mais c'est pas viable, c'est pas possible, tu vois. Le cadre est quelque chose d'important et de rassurant. Et ça c'est de la technique. Et comme toute technique, c'est quelque chose qui s'apprend. Oui, il y a des qualités innées chez un manager, mais l'inné fait pas tout. C'est comme dans tout métier. Tu vois, moi, je suis un excellent communicant et un excellent marketeur, mais ça, il y a 10% de talent et puis il y a 90% de travail acharné à apprendre des techniques, à se former, etc. Comme c'est l'artiste qui a une belle voix, Exactement. comme le bon danseur, comme tout au final. Mais c'est fou quand même que le manager qui a une telle responsabilité humaine et émotionnelle vis-à-vis des gens, ce soit dans 99% des entreprises. Et je pense pas être loin de la vérité quand je dis 99% des entreprises, ce soit la personne la plus mal formée. C'est souvent des gens qui se forment sur le tas,
C'est souvent des gens qui ont été nommés managers, pas pour leur qualité humaine, justement, mais pour leurs compétences techniques. Donc, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils soient des vendeurs ou des techniciens plus. Donc, au final, on se retrouve avec des gens qui sont constamment, en fait, sous l'œil de leurs collaborateurs. Tu vois, ils doivent être toujours au top. C'est terrible. Alors que c'est pas du tout ça qu'on attend d'eux en tant que manager. Tu vois, le management dans les entreprises aujourd'hui en France, c'est terrible de voir à quel point il est peu formé. Et en même temps, on en attend énormément. On en attend de la croissance, etc. Et pour moi, c'est une des vraies raisons qui fait qu'il y a autant de personnes dans des équipes qui sont aujourd'hui démissionnaires, en burn-out, en bore-out, tu vois. C'est vraiment parce qu'à un moment, il y a ce manque de culture de la formation managériale. Et de vraie formation managériale, tu vois. Pas de la formation bricolée à la va-vite, mais une vraie écoute, un vrai dispositif de formation, tu vois, sur mesure et destiné justement à faire grandir en compétences le collaborateur manager. Il faudrait que ce soit presque un temps dédié dans les semaines pour les managers, peut-être moins de temps de contrôle et davantage de temps de formation aussi pour soi. Et je pense que certains peuvent être en demande, mais il y a un manque en effet de toute façon, le temps de contrôle est contre-productif. Hein. Aujourd'hui, tu peux sortir 10 000 tableaux de chiffres tous les jours. C'est pas ça qui va aider à faire les chiffres. Tu vois, donc que les gens soient... Par contre, ça peut être très anxiogène pour les équipes. Donc, le fait de faire moins de contrôle, c'est plutôt une bonne chose. Faites confiance à vos équipes, hein, vous les avez recrutées, donc autant leur faire confiance. Par contre, oui, se donner plus de temps pour travailler sa posture managériale, et donc pour être formé à travailler sa posture managériale, ça, c'est important. C'est intéressant cet aspect-là parce que je pense aussi que beaucoup de managers, le fait qu'il n'ait pas de temps dédié à la formation ou peut-être d'écoute pour eux-mêmes, ils se disent par quoi je vais combler tout ça ? C'est le contrôle avec les équipes, etc. Donc il manque en effet cet aspect-là. En gros, il y a deux solutions, enfin 3 solutions. Il y a le contrôle, il y a des gens qui tombent dans le contrôle absolu. Donc chiffres, et puis des gens qui deviennent très directifs souvent. Il y a des gens qui deviennent démissionnaires, à l'inverse. Finalement, tu n'as pas la formation, donc tu fais plus rien, tu perds pied. Et puis, il y a des gens qui deviennent démagos, qui, quelque part, vont se rassurer en justement se confortant dans une posture de je vais devenir le meilleur vendeur de mon équipe par exemple, de vendeurs, tu vois. Je vais tomber dans une posture un peu démagogique parce que je suis pas capable d'habiter ma posture managériale. Alors que le manager, c'est pas quelqu'un qui... Moi, j'ai des fois travaillé... j'ai des fois été manager dans des domaines où je maîtrisais pas du tout l'aspect technique. Mais c'était pas grave, on m'attendait pas là-dessus. Ce qui était important, c'était pas mon excellence technique, c'était mon excellence managériale. Donc c'était ma capacité, en fait, justement, à porter une vision et puis à la faire vivre. Et après, peu importe que je sois pas bon techniquement. C'est plus le cœur de ton métier, a pu l'être, mais j'avais surtout plein de collaborateurs dans mes équipes qui étaient brillants techniquement. Donc, autant leur faire confiance. Par contre, ils avaient besoin de comprendre, en fait, la vision de l'entreprise. Et pour revenir un peu sur ton parcours, tu as aussi été enseignant, formateur, tu as intervenu dans des écoles, que ce soit au groupe de l'INSEG, l'Université de Lyon, Subdecom, mais aussi Hydrac Business School. Donc tu as été confronté à devoir prendre la parole, captiver un auditoire, mais aussi créer une relation enseignant-enseigné. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ces expériences-là et qu'est-ce qui t'a le plus challengé ? Alors en fait, il faut savoir, tu vois, là tu explores les trucs douloureux, tu vois, de ma vie professionnelle. Alors pas que douloureux, parce que pour le coup, aujourd'hui j'adore ça. Mais je crois que c'était tu vois, finalement, il y a toujours une zone sur laquelle on ressent énormément de syndrome de l'imposteur. Et pour moi, c'était vraiment ça, l'enseignement.
tu vois. Pourquoi ? Parce que j'ai fait des études pour devenir enseignant, que je les ai avortées, ces études, et qu'au final, je suis vraiment resté avec ce côté. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment une partie de moi qui avait vraiment l'impression d'être passé à côté de sa vie, tu vois, à cause de ça. Alors ça, c'est quelque chose qui est venu dans le temps. Première expérience d'enseignement, c'était donc il y a une dizaine d'années. Ça a été terrible. Je suis arrivé devant ma salle et je pense qu'on n'a même pas fini l'heure de cours parce que je crois que j'ai fini quasiment en larmes. Ça a été vraiment quelque chose de terrible. J'ai vraiment été... tu sais, quand tu arrives en fait et tu perds tous tes moyens. Et pour le coup, je me suis dit, je vais jamais y arriver. Ce qui fait que j'ai eu une très mauvaise première expérience d'enseignement. Mais juste parce que j'étais tout à fait capable de prendre la parole devant plein d'autres types de publics, mais de me retrouver dans cette posture d'enseignant, c'était, tu sais, ça allait vraiment toucher quelque chose de super douloureux en moi. Et ce que j'ai fait, j'ai fait exactement ce que je t'ai dit déjà par rapport au manager. Je me suis fait accompagner. À l'époque, je démarrais ma carrière de freelance. J'avais déjà formé plein de gens. Tu vois, j'avais presque 10 ans de formation derrière moi en intra-entreprise, où je formais des collaborateurs. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Pourquoi j'y arrive pas ? Pourtant, c'est la même chose a priori, mais il y a un truc que j'arrive pas à surmonter. Et donc, je me suis fait accompagner. Donc, je me suis fait accompagner pendant pratiquement 1 an par par un professionnel, justement, qui m'a aidé, justement, à comprendre mes points de blocage, ce qui faisait qu'à un moment, c'était pour moi quelque chose de très anxiogène émotionnellement, tu vois, parce que ça touchait justement à des douleurs qui étaient liées tu vois, à la vision que je pouvais avoir de ma vie professionnelle quand justement j'avais 20 ans et que je voulais tout croquer, tu vois. Parce que pour moi, c'était douloureux de ne pas avoir réussi à devenir enseignant. Et ça a vraiment libéré des choses. Et aujourd'hui, tu vois, contrairement à l'époque, j'adore aller enseigner. Tu vois, j'ai vraiment eu des expériences extraordinaires d'enseignement. Alors notamment, tu vois, à l'IDRAC Business School à Grenoble et puis à l'université Claude Bernard, où j'enseignais à des licences pro e-business. Et ce que j'ai adoré avec eux, c'est que le fait de me libérer justement au niveau de ma posture d'enseignant, c'est que ça m'a permis d'explorer énormément de choses très participatives. Comme quoi, par exemple ? Justement, le fait de créer des ateliers, le fait de se dire, par exemple, on va travailler sur des projets très concrets, le fait de justement de les challenger sur des projets vraiment réels, qui n'étaient pas des projets qui étaient les miens, mais qui étaient les leurs. Donc des projets que eux pouvaient aussi avoir envie de porter, par exemple en communication, ce genre de choses. Donc ça a été vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, j'adore enseigner. C'est vraiment quelque chose qui est devenu une passion. C'est pas pour rien si ma dernière expérience professionnelle, j'ai travaillé dans un organisme de formation qui est Live Mentor, c'est là où on s'est connus. C'est vraiment qu'aujourd'hui, l'enseignement, c'est quelque chose que j'adore, mais c'est pas quelque chose justement qui a été facile. Tu vois, c'est quelque chose qui a été douloureux. J'aurais pu devenir un très mauvais enseignant parce que beaucoup trop de blocages et de difficultés. Et puis, je me suis fait accompagner pour arriver à être, on va dire, j'estime être un enseignant correct. C'est chouette ce que tu dis, puisque j'ai interviewé aussi un enseignant, justement dans mon ancienne école de droit, et qui parlait un petit peu de ce tabou aussi dans l'enseignement, sur le fait de ne pas raconter comment ça s'est passé avec ses classes, la gestion de classe qui parfois pouvait être très complexe. Donc ils en discutent très peu parfois entre eux, et encore moins le fait d'être accompagné. Donc ça recoupe un petit peu le sujet dont on parlait tout à l'heure sur le manager, l'importance d'être lui-même accompagné. Finalement, c'est un petit peu pareil dans toute profession, dès lors qu'on sent qu'on est face à des blocages, des difficultés. Et tu sais, ce que j'ai vécu moi en tant qu'enseignant, tous les enseignants le vivent. Aujourd'hui, la formation des enseignants, c'est terrible parce que oui, ils ont une très bonne formation technique. C'est souvent c'est des experts dans leur domaine, mais souvent, leurs premières expériences, ils se retrouvent souvent dans des établissements qui peuvent être difficiles. Et puis on leur a pas donné les clés humaines en fait. Tu vois, la gestion de classe par exemple, tu vois, la gestion des conflits, ce genre de choses.
ça occupe une partie insignifiante de la formation des Ouais, enseignants. c'est ce qu'il me disait, hein, justement, que c'était vraiment risible, l'aspect RH, management, y a rien. gestion de classe. Il n'y a rien, c'est peut-être 1 heure ou 2, tu vois, la dernière année, alors que tu es face à des classes qui parfois sont dures, tu vois, Mm. et qu'il faut savoir captiver. Et là aussi, ça occasionne énormément de souffrance, tu vois, chez les enseignants. Et c'est aussi un des éléments qui, pour moi, enfin, devrait être incontournable. Être enseignant, c'est être manager. Oui, parce qu'il y a aussi un aspect qui est revenu. Ce que tu as dit, c'est comprendre ce qui va motiver les étudiants, les impliquer dans un projet, cette pratique en fait délibérée pour le coup. Et c'est pareil pour les membres de ton équipe quand tu es manager. En fait, Mais ça moi, la revient chance toujours que un peu au j'ai même. eue, c'est que j'ai cette culture de me former. Ouais. Tu vois, j'ai eu la chance de travailler dans des entreprises justement qui m'ont formé. Donc j'ai toujours eu cette culture de la formation, de me dire, je maîtrise pas ça, bah, je vais me former. Il y a Mm. quelqu'un qui est capable en fait de m'expliquer comment le faire. En fait, peu Tu vois? importe notre fonction, on reste un éternel étudiant. On le dit aux Exactement. entrepreneurs, mais on le dit beaucoup moins aux personnes qui sont dans un cadre d'une entreprise, etc. Alors qu'au final, ça s'applique à tout le monde. On n'a pas la Exactement. science infuse sur Bah, tout, ce serait, sorti tout droit des bancs de l'école. ce serait extraordinaire, mais personne, même le top du top des managers dans les plus grosses entreprises a besoin de formation. Et souvent d'ailleurs, dans les grosses entreprises, même les top managers sont très très accompagnés. C'est souvent tu vois, dans les moyennes entreprises où l'accompagnement fait défaut. J'ai rarement vu de problème d'accompagnement dans les très grosses entreprises. Aujourd'hui, il y a cette notion d'accompagner les managers. Et j'ai travaillé avec beaucoup de grosses entreprises, donc vraiment. Après, il peut y avoir des problèmes de personnes, tu vois, mais il y a quand même cette culture au moins à accompagner les managers. Pas toujours, ce que je dis n'est pas systématique, mais il y a plus cette culture-là. Par contre, dans les PME, même les grosses ETI, et alors dans les startups, c'est dramatique, la culture de former en fait les managers au management, elle n'existe pas. Ou elle existe très peu. Finalement, c'est jamais dans le budget. C'est jamais dans le budget. On va consacrer le budget à faire plein de choses. Mais juste se dire, bah tiens, on va donner 3 jours de formation à nos managers pour les aider à être meilleurs, ça fonctionne pas. Et selon toi, tu penses que c'est dû à cette culture de la start-up, dû toujours plus, très vite, lié beaucoup à l'argent. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on met autant ça de côté? C'est simplement parce que on part du principe que c'est pas nécessaire. Ben souvent, tu sais, quand tu prends les startups, les fondateurs de startups, donc qui sont les managers, les premiers managers, ben, c'est souvent des techniciens. C'est souvent des gens, ils ont une idée, ils sont très bons techniquement, ils peuvent être très brillants pour plein de choses, mais il faut gérer quand même des individus derrière. Et ça, la gestion des individus, là, par contre, c'est quelque chose qui n'est pas inné. Tu vois, tu peux être très brillant parce que tu as fait des super études d'ingénieur, parce que tu vois, tu es un génie dans ce que tu fais. Mais si t'as pas, mais la relation humaine, c'est pas inné d'être un génie dans la relation humaine. Hein. Et néanmoins, c'est le fait de bien gérer ta relation humaine qui très souvent va te permettre d'atteindre ta performance. Et toi qui as été à plusieurs reprises entrepreneur et qui l'est toujours en soi aujourd'hui, du moins tu vas remettre vraiment les pieds dedans, il y a une question qui peut être intéressante, c'est comment on se manage seul On se fait accompagner aussi. toujours. C'est ça qu'il faudra vraiment retenir pour le coup, peu importe sa fonction. Aujourd'hui, on se fait accompagner. Déjà, on ne travaille pas seul. Moi, aujourd'hui, j'aime travailler ici. Hein. Là, tu vois, tu es chez moi dans mon petit bureau. Mais j'aime aussi énormément, et j'y passe beaucoup plus de temps, à aller travailler dans des espaces de coworking, etc. Déjà, rencontrer d'autres entrepreneurs. Déjà, rien que ça, c'est ce qui te permet souvent de mettre en perspective beaucoup de choses. Beaucoup d'entrepreneurs travaillent tout seuls. Hein. Une majorité travaillent tout seuls, ils sont chez eux et ils voient personne. Erreur absolue. Et puis après,
il y a toujours des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas faire, des choses sur lesquelles on a besoin aussi de progresser, des moments où on ne se sent pas bien aussi dans son entreprise. Tu vois, moi, je l'ai vécu. Il y a eu un moment où j'aimais plus mon entreprise. Tu vois, j'ai créé 4 entreprises dans ma vie. Là, je suis en train de créer la 5e. Mais ça m'est arrivé, par exemple, de plus aimer mon entreprise. Tu vois, j'avais créé un monstre. Quelque chose qui me ressemblait plus. C'était plus le projet. Ça me faisait plus kiffer. Est-ce que tu parles des savons de Lionel ou autre Pas chose? du tout. Adoptacom, peut-être? Non, je te parle plus d'Adoptacom, Ok. donc de cette partie communicante. Hmm. À un moment, je me suis dit, j'ai dû me faire accompagner pour dire, voilà, peut-être qu'il faut dire stop. Peut-être qu'il faut arrêter de s'accrocher et puis qu'il faut me dire que, oui, la liquidation, c'est peut-être une porte de sortie. Une vraie porte de sortie parce que c'est pas normal d'être pas bien dans son entreprise. Tu vois? J'étais la première à me le dire aussi, pour mon ancienne entreprise. Oui. Et ça, c'est pas évident. Ils en avaient parlé aussi dans une émission que tout le monde connaît, Qui veut être mon associé. Quand on voit la suite des parcours, parfois d'accepter de dire stop. Que ce soit au niveau du modèle économique, mais aussi de la santé mentale. Et pour l'aspect entrepreneuriat, est-ce que tu as eu des stagiaires, des alternants ou jamais? J'ai même eu des collaborateurs. Ouais. J'ai créé de l'emploi. J'ai eu jusqu'à 6 employés lorsque j'étais dans mon agence de communication. Donc ça a été une belle structure. Néanmoins, même si forcément j'ai mis des choses en application, des choses que je t'ai dit, ça n'a pas non plus été à un moment une expérience qui m'a satisfait, tu vois. Le fait à un moment de se retrouver vraiment au sommet, ça n'a pas été quelque chose pour moi que j'ai bien vécu à l'époque. Peut-être aussi parce que j'avais des problèmes à résoudre aussi intérieurement. Beaucoup aussi d'entrepreneurs veulent grossir à tout prix, recrutent, alors qu'en fait, ils sont peut-être pas nécessairement faits pour ça. Moi, j'ai compris, par exemple, que j'étais pas nécessairement fait pour avoir une grosse structure. Je peux être manager dans une grosse entreprise et avoir plein de collaborateurs à gérer. Je sais le faire, j'ai les bonnes techniques, mais je sais aussi que j'ai besoin de cette structure rassurante de l'entreprise qui est là. Par contre, je sais que me retrouver en top management, tu vois, avec des collaborateurs, c'est quelque chose que je ne sais pas gérer et qui me plaît pas, surtout. C'est là où il y a une distinction finalement entre, j'avais discuté en plus avec une entrepreneuse que j'accompagne, entre être directeur ou manager au sein d'une entreprise qui n'est pas la tienne et où c'est ton entreprise. Je pense que c'est deux choses psychologiquement, complètement différentes. c'est totalement différent. Voilà, c'est ça. C'est Ça a deux beau choses être complètement les différentes. mêmes fonctions, mais c'est totalement différent. Moi, je sais que je suis un excellent entrepreneur quand je suis seul. En me faisant accompagner, en étant en contact avec plein d'entrepreneurs. Mais j'aime, en fait, je fais partie de ces gens qui aiment justement être seuls pour porter leur projet. Tu vois, j'aime ça. Par contre, c'est vrai qu'en entreprise, c'est très différent. Et là, ça ne me gêne pas du tout de pouvoir aller porter, tu vois, des équipes, des projets plus ambitieux. Parce que, alors ça ne veut pas dire qu'on se dédouane du projet, ça ne veut pas dire qu'on se sent moins concerné, mais c'est plus rassurant. Tu vois, c'est quelque chose dans lequel je me sens mieux. Et quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui n'a pas vraiment le choix de s'entourer de 2-3 personnes, mais qui, pour le coup, c'est très difficile de devoir manager une petite équipe? Alors, c'est de ne pas le faire seul, en fait, justement. À partir du moment où on veut commencer à grossir, la première des choses, c'est de s'associer. Alors, s'associer, je dis ça, c'est compliqué, parce que moi, je me suis associé 2 fois. Les 2 fois, j'ai eu des mauvaises expériences. Donc, c'est compliqué. S'associer, c'est pire qu'un mariage. En termes d'obligation pour un entrepreneur, c'est terrible de s'associer. Mais néanmoins, c'est d'arriver justement à trouver une personne qui n'a pas forcément les mêmes compétences que soi, mais qui a des compétences vraiment complémentaires à soi. Et d'arriver justement dans ce binôme en fait qui se crée autour de l'entreprise
à justement arriver à créer un espace dans lequel on va pouvoir accueillir des collaborateurs. Je ne crois pas du tout aujourd'hui, tu vois, au CEO sur une tour d'ivoire, tu vois, qui est tout seul, royal, sur une équipe merveilleusement managée, etc. C'est quelque chose qui se construit et on ne peut pas le construire si on n'a pas quelqu'un en face de soi qui va nous mettre en perspective. Oui, on peut se faire accompagner, mais c'est important d'avoir en face de soi quelqu'un qui a à notre niveau déjà et qui va nous donner du feedback, mais du feedback franc. Tu vois, quelqu'un qui va être capable de venir nous voir en nous disant, écoute, là tu merdes. Là, tu vois, là ça va pas, là tu dois progresser. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui vienne te challenger. Et ça, il n'y a qu'un associé qui est capable de le faire. Et ça cache l'importance, en fait, de se connaître, d'être objectif avec soi-même, de repérer Exactement. ses points forts, mais ses points de faiblesse. Et derrière tout ça, on se rend compte qu'on doit soit s'associer, soit se former, soit s'entourer d'autres entrepreneurs. Donc, toi, est-ce que tu as fait un travail sur toi durant ces années, au-delà des personnes externes avec qui tu as été accompagné, mais est-ce que tu as fait un travail sur toi et comment tu l'as fait? Le travail sur moi, il s'est fait vraiment en parallèle de l'accompagnement. Alors, je crois pas du tout, tu sais, au développement personnel. Pour moi, le développement personnel, c'est un peu du bullshit, en fait, entrepreneurial. C'est vraiment quelque chose auquel je crois pas. On ne fait pas un travail sur soi comme ça. On fait un travail sur soi parce qu'à un moment, on rencontre des difficultés et parce qu'à un moment, quelqu'un nous a fait prendre conscience du fait qu'on pouvait progresser. Et c'est pour ça que je crois vraiment en la vertu de l'accompagnement. Et ensuite, bien sûr, on a forcément un travail sur soi à faire. Un coach, c'est pas un psy. Un coach, c'est quelqu'un qui va t'aider à prendre conscience de choses, mais le gros du travail pour progresser, c'est toi qui le fais. Mais je crois vraiment que tu vois, je crois pas du tout à tous ces gourous du développement personnel qui viennent justement te donner des grandes leçons sur la vie, qui sont souvent d'ailleurs des leçons un peu pourries qu'ils ont récupérées dans les 4 accords Toltec ou des bouquins comme ça, tu vois. Donc globalement, c'est rarement très intéressant. J'y crois pas trop. Moi, je crois vraiment en fait au fait d'avoir quelqu'un en face de soi qui a l'objectivité et l'honnêteté de te dire la vérité. Je pense qu'en fait, il y a une complémentarité entre le développement personnel et l'action, le terrain, la vraie vie, pour le coup. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Si on reste que dans du développement personnel, on est constamment dans un univers un peu parallèle, pour le coup, même si je trouve que ça peut être porteur sur certains points, à un certain stade de sa vie, mais il faut le verbe faire, être dans l'action pour se rendre compte de la réalité du terrain et ce qui émerge derrière. Après, tu vois, je vais te prendre un exemple. Aujourd'hui, on parle beaucoup en développement personnel du syndrome de l'imposteur. Et c'est une thématique très à la mode chez les entrepreneurs. Ok, tu peux lire 10 bouquins sur le syndrome de l'imposteur. Il y en a plein. Tu donnes un coup de pied dans une poubelle, il y en a 200 qui sortent de bouquins sur le syndrome de l'imposteur. Concrètement, derrière, tu fais quoi? Si t'as pas à un moment quelqu'un qui est là, qui te coach, qui t'accompagne, mais qui te coach vraiment, pas juste quelqu'un qui est là à te donner 3 grands principes de vie, mais quelqu'un qui est suffisamment empathique et objectif pour te dire, voilà, sur quoi tu peux travailler. En gros, tu n'arriveras jamais à surmonter ton syndrome de l'imposteur. Moi, quand j'ai ressenti mon syndrome de l'imposteur, quand j'ai commencé à enseigner, parce que c'était à un moment quelque chose de terrible pour moi, si j'avais eu personne pour m'accompagner, et pour me dire, peut-être qu'il y a ça sur lesquels tu peux travailler, etc., peut-être que j'y serais jamais arrivé. Donc vraiment, je pense que le développement personnel, c'est quelque chose qu'il faut savoir mettre à distance. Il n'y a pas de recette toute faite. Il y a des professionnels. Nous-mêmes, on est des professionnels dans notre domaine. Il y a des professionnels, il faut savoir leur faire confiance, il faut savoir se faire accompagner. Même quand on n'a pas de budget, pour se faire accompagner, il y a plein de structures qui existent et qui permettent de se faire accompagner pour pas grand-chose, voire même des fois gratuitement. Et surtout, parfois, en pensant économiser, on n'économise pas du temps, pour le coup. Parce que ça peut être très long, en fait, et on peut en gagner énormément du temps en se faisant accompagner, tout simplement, et en argent derrière, pour le coup. L'accompagnement, la base, tu vois. C'est la même chose dans mon domaine, tu vois. Moi, je suis un expert en marketing. Quand je dis aux gens qu'il faut se faire accompagner en marketing, c'est pas juste pour leur vendre une presta. C'est parce que je sais que souvent dans les entreprises, tu as des gens qui bricolent des trucs
un peu comme s'ils faisaient du développement personnel, tu vois. Ils bricolent des stratégies marketing souvent mal fagotées. Et au final, ils n'arrivent jamais à atteindre le bon niveau de performance, tout simplement parce que il y a des gens qui sont professionnels et qui sont capables de les amener en fait là où ils veulent. Parce qu'ils maîtrisent les techniques, parce qu'ils sont experts dans ce métier-là. Je pense que c'est très culturel aussi, puisque c'est une évidence, par exemple, quand on est malade, on va chez le médecin. Quand on veut construire une maison, on fait appel à un constructeur. Voilà, il y a des métiers où c'est une évidence de faire appel à un prestataire, mais peut-être moins sur l'aspect développement intellectuel, psychologique, etc. Après, tu as plein d'aspects. Hein. Prenons, je te donne un exemple bête. C'est un exemple qui me touche. C'est l'exemple de la perte de poids. Perte de poids, c'est exactement ça. Il y a plein de gens aujourd'hui qui veulent perdre du poids. Sauf que tout le monde bricole en fait son petit régime chez soi. Alors va faire appel à des coachs autoproclamés, va faire appel à des boîtes, tu vois, type Comme J'aime ou ce genre de choses, qui en soi veulent juste vendre des produits, tu vois. Alors qu'en fait, moi, la vraie prise de conscience, ça a été de me dire, mais attends, mais il y a peut-être des vrais professionnels qui peuvent t'accompagner. Et pour le coup, le vrai déclic, ça a été de me dire, mais en fait, je vais faire appel à un vrai diététicien. C'est un vrai nutritionniste diététicien, quelqu'un qui connaît son métier, quelqu'un qui a fait des études pour ça. Et pour le coup, ça débloque les choses. Et en fait, il faut savoir que y a moins de 10% des gens qui veulent perdre du poids qui vont faire appel à un professionnel pour ça. C'est vrai. La plupart, en fait, vont bricoler des choses. Et donc, font des yo-yo, sont en souffrance, n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Et pour ceux qui nous écoutent, Lionel est passé par là, tu as eu une sacrée transformation physique, donc il parle bien en connaissance de cause. Quand je vous dis ça, c'est parce que j'ai été en grave surpoids et que j'ai réussi à perdre mon poids en me faisant accompagner. Et pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment inconcevable de plus me faire accompagner. Je continue, en fait, aujourd'hui, encore à me faire accompagner par un diététicien. Parce que c'est important. Tu vois, je sais que je ne sais pas gérer. Donc, y a des gens qui peuvent m'aider à le gérer. Et c'est exactement la même chose en management, métier, en entrepreneuriat, etc. On n'est pas bon partout. Je crois que la vraie prise de conscience, tu vois, s'il y a une chose, parce qu'on a beaucoup parlé pendant cet entretien, mais s'il y a une chose, en fait, que les gens devraient retenir, c'est personne n'est bon partout. Donc, il y a plein de gens qui peuvent vous accompagner. Et c'est pas juste un truc pour dire faut acheter de la prestation et dépenser des sous. Il y a des professionnels qui sont capables de t'aider à aller plus loin. Donc, faut faire appel à ces professionnels-là. Ça sert à rien de bricoler des choses. Alors oui, peut-être que de former tes équipes au management, ça va peut-être te coûter 10, 15 000 euros, tu vois, parce que, c'est un budget. Si tu veux avoir un vrai formateur sérieux, etc. Pas un truc bricolé à la va-vite. Mais tu vas tellement gagner bien plus que ces 10-15 000 euros derrière parce que tu auras fait grandir tes managers en compétences, parce que pour le coup, tu auras des équipes qui seront plus heureuses, donc qui auront plus envie d'aller à la performance. Tu vois, comme dirait l'autre, la question est vite répondue. Tu vois, il faut le faire. C'est vrai. Et tu as anticipé cette dernière question, à mon sens, où on arrive à la fin de l'épisode. Et la dernière question, c'était quel est le conseil à retenir que tu donnerais? Mais tu y as répondu pour le coup. Accompagner. On ne sait pas tout et chacun peut se faire accompagner. Il y a des professionnels qui bûchent tous les jours à creuser de fond en comble ce sujet ou qui ont vécu les expériences. Donc il ne faut pas hésiter. Tu vois, même si moi j'ai été manager pendant très longtemps, toi, aujourd'hui, c'est ton métier, tu vois. Si je redevenais manager, je sais que j'aurais besoin de me faire accompagner par quelqu'un comme toi. Même si j'ai plein d'années d'expérience en management. Parce que même l'expérience, c'est pas ça qui va... Alors ça t'aide à peut-être voir des obstacles ou ce genre de choses, mais c'est pas ça qui va malgré tout t'aider à devenir un bon manager dans les faits. L'accompagnement, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire, et puis le meilleur cadeau que vous pouvez faire à vos collaborateurs managers et puis à vos collaborateurs tout court. Merci beaucoup Lionel pour ce riche épisode. On a duré combien de temps? Alors nous sommes à 1h15, mais honnêtement je pense qu'il y a plein de parallèles que les gens pourront faire et quitte à, tu vois, d'écrire en chapitre cet épisode, mais en tout cas je te remercie beaucoup, c'était très chouette comme échange. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi de nous avoir écoutés jusqu'au bout.
J'espère que le parcours de Lionel t'aura inspiré et peut-être donné quelques clés pour oser franchir des caps qui te semblent difficiles, voire impossibles, car finalement rien n'est tracé. C'est à nous de dessiner notre propre chemin et ça commence par savoir s'entourer. Si t'as apprécié l'épisode, tu peux me laisser une petite étoile et me partager ton avis en commentaire. On se dit à très vite pour un nouvel épisode dans un tout autre univers.